Je m'appelle Sadie Whitmore, j'ai 31 ans et j'ai grandi dans un manoir blanc niché dans un quartier huppé de Greenwich, dans le Connecticut. Pour les étrangers, ma famille était l'incarnation du rêve américain. Mon père, Calvin Whitmore, dirigeait une entreprise prospère d'investissement immobilier. Ma mère apparaissait toujours impeccable lors des déjeuners de charité et des événements de golf du country club. Et les 3 enfants Whitmore, moi y compris, fréquentions des écoles prestigieuses. Mais derrière ces portes en noyer, la réalité ne ressemblait en rien aux photos de Noël accrochées au mur de notre couloir. Tout dans notre maison tournait autour de Calvin, un homme qui croyait que l'amour pouvait se mesurer en réussite et en statut social. Il accordait plus de valeur aux graphiques de revenus qu'aux bulletins scolaires de ses enfants, et son regard envers moi ne reflétait jamais la fierté qu'il éprouvait pour mes frères et sœurs. Connor, l'aîné, avait 4 ans de plus que moi et était né pour être le golden boy de papa. Il excellait au baseball, est allé à Princeton et est entré directement dans l'entreprise familiale comme si le chemin avait été tracé avant même qu'il ne sache marcher. Chaque compliment, chaque remarque fière, retombait directement sur les épaules de Connor. Même dans les lettres de vœux de la famille, papa l'appelait toujours « l'héritier légitime ». Tessa, ma sœur cadette, était différente. Elle n'avait pas à faire d'efforts, elle était adorée simplement pour exister. Tessa avait une manière de parler douce, un sourire parfaitement synchronisé et une étrange capacité à calmer l'humeur de papa avec une tasse de thé et un gentil « Je sais à quel point tu travailles dur, papa. J'ai essayé ça une fois, ça n'a pas marché. » Quoi que je dise ou fasse, il répondait par un signe de tête dédaigneux ou, pire encore, par un silence froid et jugeant. Je n'ai jamais enfreint les règles, jamais négligé mes études. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université Brown, mais cela a été qualifié de « décent » pour quelqu'un d'ordinaire. Une fois, j'ai envoyé à la maison un bulletin annonçant que j'avais été nommée meilleure étudiante en finance de l'année. La réponse de papa: tu devrais vérifier combien de ces gosses sont réellement riches. Pendant ma 2e année d'université, Connor a été surpris en train de conduire sous l'influence de l'alcool. Maman a paniqué. Papa était furieux contre la police, pas contre Connor. Le lendemain, il a appelé son avocat et a tout arrangé. La même année, j'ai réussi l'examen CFA avant la date prévue. Pas un seul mot de sa part. À 28 ans, j'ai été recrutée par une société de gestion de patrimoine à Chicago en tant qu'analyste en investissement. J'ai loué mon propre appartement, remboursé mes prêts étudiants et n'ai jamais demandé un sou. Mais lors de la réunion de famille du 4 juillet, lorsque les parents ont demandé comment j'allais, papa a simplement dit « Sadie est intelligente, mais elle ne sait pas comment saisir les opportunités. Elle essaie toujours de tout faire à sa manière. » Puis il s'est vanté de la dernière acquisition par Connor d'une tour commerciale, bien que tout le monde sache que la majeure partie du financement provenait du fonds fiduciaire de papa. Tessa, quant à elle, travaillait comme assistante marketing pour une marque de beauté de luxe. Son travail consistait principalement à assister à des événements et à publier sur les réseaux sociaux, mais papa disait à ses amis qu'elle dirigeait les opérations mondiales de la marque. Et moi, je venais d'aider mes clients à réaliser une croissance de près de 17% sur un marché volatile, mais il m'appelait « notre petite fille de la finance ». Plus je vieillissais, plus il devenait clair que mes efforts étaient toujours éclipsés par son favoritisme inné. Je n'étais pas comme Connor, l'incarnation de ses ambitions. Je n'étais pas comme Tessa, celle qui le faisait se sentir adoré. J'étais celle du milieu, traitée comme un personnage secondaire dans un drame familial qu'il dirigeait. Et lentement, j'ai commencé à comprendre, son indifférence n'avait jamais été due au fait que je n'étais pas assez bien. C'était parce que, depuis le début, je n'avais jamais été le personnage principal de son histoire. J'ai déménagé à New York à 29 ans, avec 2 valises, un vieil ordinateur portable et suffisamment d'économies pour couvrir un mois de loyer à Brooklyn. Contrairement à Connor, je n'avais pas de fonds de démarrage ni de lettre de recommandation de papa. J'ai commencé par envoyer plus d'une centaine de candidatures d'emploi, la plupart sont restées sans réponse. Mon premier emploi a été celui d'analyste dans une petite société financière privée comptant seulement 3 personnes dans un bureau poussiéreux du 3e étage du quartier de Flatiron. Je travaillais 12 heures par jour et j'étudiais pour ma certification CFP le week-end. Personne ne mentionnait mon nom lors des réunions de famille, mais les chiffres ont commencé à parler. 18 mois plus tard,
une société de gestion de fonds plus réputée s'est intéressée à moi. 1 an plus tard, je suis passé chez Knox & Brewster Capital, dont le siège social se trouvait au 62e étage d'une tour de verre de Manhattan. Le premier jour où je suis entré dans ce bâtiment, je me suis demandé si papa, en voyant cet endroit, serait fier. Chaque promotion dans ma carrière, d'analyste à gestionnaire de portefeuille puis à vice-présidente, je l'ai gardée pour moi. Je n'ai rien publié en ligne, je n'en ai pas parlé à mes proches, je n'ai pas appelé à la maison pour me vanter. Mais intérieurement, je n'étais pas en paix. J'attendais toujours le jour où il appellerait juste pour dire « Je t'ai mal jugé ». Puis l'opportunité s'est présentée. J'ai été nommée directrice de la stratégie patrimoniale privée, un poste rarement occupé par une personne de moins de 35 ans, avec un salaire à 7 chiffres et des primes en actions. Je pouvais maintenant vivre où je voulais, acheter tout ce que je considérais auparavant comme extravagant. Mais je ne pensais qu'à une chose. 3 semaines après la promotion, j'ai versé un acompte pour une Mercedes-Maybach S680, vert forêt profond avec une finition métallique et des intérieurs en cuir marron luxueux. C'était la même voiture que papa avait mentionnée une fois lors d'un dîner, des années auparavant, seuls 3 types de mon club de golf la possèdent. Voilà à quoi ressemble la vraie classe. Je n'ai jamais oublié la façon dont ses yeux se sont illuminés. Pas une seule fois il ne m'avait regardé ainsi. Je n'ai pas acheté la voiture parce qu'il en avait besoin. Je l'ai achetée comme un investissement, non pas dans un véhicule, mais dans la possibilité d'être aimé. Dans ma tête, je l'imaginais ouvrant le coffret cadeau, voyant l'élégante clé avec l'étoile argentée, levant les yeux, le regard stupéfait, Sadie, est-ce que c'est ? La vie ne suit pas votre imagination. Je l'ai invité à l'Océan Club de Darien, le restaurant où il recevait habituellement ses clients VIP. Il est arrivé à l'heure, en chemise blanche et cravate gris argenté. Il s'est assis et n'a pas demandé comment j'allais. Il a simplement dit, pourquoi cet endroit ? Les prix sont ridicules. J'ai souri et j'ai discrètement posé la boîte de la clé sur la table. Il l'a regardée, a froncé les sourcils, puis l'a ouverte. Sa première réaction a été la surprise. La deuxième, difficile à lire. La troisième, la suspicion. Sadie, qu'est-ce que tu essaies de racheter ? A-t-il demandé, sa voix calme et lente, mais comme de l'eau glacée le long de ma colonne vertébrale. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai été promue. Cette voiture est un cadeau pour la fête des pères. C'est tout. Il a tourné la clé dans sa main, la lumière du lustre se reflétant sur le chrome poli. Puis il a eu un léger rire sarcastique. Promu, hein ? À cet endroit, je ne me souviens même plus du nom. Il s'est penché en arrière. Très bien, où est la voiture ? J'ai fait signe au voiturier. Lorsque la Maybach s'est arrêtée devant l'entrée bordée de granit, ses feux à LED projetant une douce lueur sur le trottoir, elle ressemblait à une vitrine privée. Papa est sorti, a fait le tour du véhicule comme un homme évaluant une transaction immobilière. Il n'a pas parlé pendant 2 minutes entières. Puis, finalement, il a dit, « J'espère que tu ne t'es pas endetté pour acheter quelque chose d'aussi futile. » Cette nuit-là, je suis rentré seul à New York. Le vent s'engouffrait par la fente de la fenêtre, les lumières du tableau de bord clignotaient devant moi comme une moquerie. Je pensais que si je pouvais conduire la voiture de ses rêves jusqu'à sa porte, les choses changeraient. Mais il s'avère que quelqu'un qui refuse de vous voir, peu importe ce que vous conduisez, se détournera toujours au moment où vous aurez besoin qu'il regarde. J'avais l'habitude de croire que la froideur de mon père était personnelle, qu'il n'aimait tout simplement pas ma personnalité, mes choix, ma façon de refuser de suivre le chemin qu'il avait tracé d'avance. Mais tout a commencé à se fissurer un soir d'automne lorsque j'ai fait un test ADN à domicile pour ce qui semblait être une raison inoffensive, retracer mes origines. Les résultats sont arrivés 3 semaines plus tard. J'ai ouvert l'email à l'aéroport JFK en attendant un vol d'affaires pour Denver. La carte génétique montrait principalement une ascendance nord-européenne, aucune surprise. Mais une petite ligne m'a glacé le sang, aucune correspondance paternelle détectée avec le père déclaré. Je l'ai lu 3 fois. À la 4e, j'ai dû m'asseoir près de la porte 12 parce que mes mains tremblaient trop pour tenir mon téléphone. Je n'avais jamais remis en question ma lignée, jamais. Toute ma douleur, je l'avais attribuée à la froideur, au favoritisme, mais jamais au déni d'origine.
Je suis restée silencieuse pendant tout le voyage. J'ai travaillé, j'ai pris la parole à la conférence, j'ai rencontré des clients. Puis je suis restée éveillée la nuit dans ma chambre d'hôtel, fixant le plafond, me demandant, s'il n'est pas mon père biologique, alors qui m'a créée ? De retour à New York, j'ai commencé à chercher des réponses. Une semaine plus tard, j'ai appelé à la maison, demandant nonchalamment à maman des nouvelles de ce Noël de l'année de ma naissance, ce qu'ils avaient fait, où ils étaient allés. Elle a hésité, puis a dit, « Nous ne sommes allés nulle part. Ton père avait un projet à Cape Cod. » Je suis restée à la maison, je venais d'accoucher. J'ai demandé, « Ai-je des photos de nouveau-né ?» Elle a fait une pause de quelques secondes, puis a dit, « Quelques-unes. Je les chercherai et te les enverrai. » 3 jours plus tard, j'ai reçu un email avec 3 photos floues, toutes de maman et moi, aucune avec Calvin. Pas de câlin, pas de présence à mes côtés, pas même un contact. J'ai commencé à avoir l'impression de marcher dans une maison familière où chaque objet avait été remplacé, chaque petit détail me faisait douter davantage. Quelques jours plus tard, alors que je récupérais des papiers à la maison pour les dossiers de charité de fin d'année de maman, j'ai attendu qu'il quitte le bureau. Je suis entrée dans son bureau. Sur son bureau, un peigne en bois à bord argenté reposait au milieu d'une pile de papier. Je l'ai pris, j'ai vu un seul cheveu coincé dans les dents et je l'ai scellé dans le sac Ziploc que j'avais apporté. Je ne me souviens pas si j'ai retenu ma respiration ou si j'ai expiré en sortant. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'étais à des kilomètres de là, je me suis rendu compte que j'avais de la musique instrumentale qui jouait, quelque chose que je n'écoutais jamais. J'ai envoyé l'échantillon de cheveux au même laboratoire, demandant une comparaison spécifique avec mon dossier ADN existant. Le résultat est arrivé un mercredi soir. Je venais de rentrer du métro après une longue journée de réunions consécutives. Ma boîte de réception indiquait « Confirmation de relation biologique, Sadie Whitmore ». Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis allée à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau, je me suis assise et j'ai posé mon ordinateur portable sur mes genoux. Puis j'ai cliqué. Conclusion, aucune relation biologique directe détectée entre l'échantillon de cheveux et le sujet testé. Probabilité que Calvin Whitmore soit le père biologique, inférieure à 0,01%. Je n'ai pas pleuré. Le sentiment n'était pas assez aigu pour être nommé. Une seule chose résonnait dans ma tête, alors ce n'était pas de ma faute. Toutes ces années, je m'étais efforcée de devenir quelqu'un digne de sa fierté, sans savoir que je n'avais jamais fait partie de son cadre émotionnel au départ. Je n'étais pas son sang. J'étais l'incarnation de quelque chose qu'il ne pourrait jamais pardonner, une erreur, un secret, un rappel vivant de ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Je n'ai rien dit à maman, pas encore. Mais le rapport imprimé est dans une enveloppe à l'intérieur de mon sac à main en cuir noir, celui que je porte lors des occasions formelles. Et je sais que le jour où je l'ouvrirai devant tout le monde viendra. Pas bientôt, mais pas tard non plus. La fête du 65e anniversaire de Calvin Whitmore a eu lieu au domaine familial de Ridgefield, où chaque lampadaire portait des plaques de donateurs de fondations caritatives et chaque mur du hall principal arborait l'un de ses nombreux prix honorifiques. J'avais toujours trouvé l'endroit étouffant, mais cette année, je suis revenue avec un plan. La Mercedes Maybach que je lui avais achetée 3 semaines auparavant était garée juste devant la porte d'entrée, faisant partie du décor. Personne ne savait qu'elle venait de moi, personne n'avait le droit de prononcer mon nom. Je suis entrée vêtue d'une longue robe en soie noire, au design minimaliste, assez élégante pour éviter d'être qualifiée de tape à accent grave-l'œil, assez conservatrice pour esquiver ses pics habituels sur une gravité inappropriée. J'avais tout préparé. Dans le sac que je portais à l'épaule se trouvait une enveloppe crème contenant les résultats ADN, plus proche de mon cœur que toute autre chose au cours de mes 31 années de vie. Connor et Tessa étaient déjà arrivés. Mon frère, en costume gris clair, souriait comme un homme en campagne électorale. Ma sœur prononça son habituel toast soigné depuis le balcon, la voix douce comme celle d'une présentatrice de télévision. Ma mère servit du vin, la main légèrement tremblante, le sourire figé dans une expression convenue. Je me tenais près de la table des cocktails, écoutant tout le monde raconter l'héritage de succès de la famille, comme si je n'avais jamais existé. Lorsque tout le monde eut pris place à la longue table recouverte d'une nappe blanche, Calvin se leva, un verre de brandy à la main.
Sa voix résonna avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait joué ce rôle pendant des décennies. Merci à tous d'être ici. 65 ans de vie, et ce dont je suis le plus fier, ce n'est pas la fortune ni les honneurs, mais mes 3 enfants incroyables, qui ont perpétué l'héritage que j'ai construit. Il se tourna vers Connor. Toi, mon fils, tu es l'incarnation de l'esprit Whitmore, tenace, perspicace et assez intelligent pour investir dans les bonnes choses. Puis, vers Tessa. Tu n'es pas seulement belle, tu connectes les gens. Tu comprends ce que beaucoup de vétérans des affaires ne comprennent jamais, les relations sont une monnaie. Je serrai mon verre. Son regard se posa enfin sur moi, puis s'arrêta délibérément. Et Sadie. Il marqua une pause pour faire effet, comme un acteur chevronné. Toute la table retint son souffle. Sadie a toujours choisi son propre chemin. Parfois tellement le sien qu'elle a perdu le nord. Mais bon, chaque famille a besoin de quelqu'un pour servir de contraste. Il sourit, non pas chaleureusement, mais comme une coupure nette dans l'air éclairé par les bougies. Personne ne parla. Personne ne rit. Quelques-uns détournèrent le regard. Ma mère baissa la tête. Tessa attrapa nerveusement de la nourriture. Connor me lança un sourire crispé et plein de pitié. Je posai mon verre, relevai le menton. Intéressant, papa, dis-je, calme mais assez fort pour dominer le quatuor de chambre en arrière-plan. Choisir ton anniversaire comme le jour pour classer tes enfants. Pas la pire idée. Dommage que je n'ai même jamais participé à la compétition. Son front se plissa. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ouvris discrètement mon sac, sortis l'enveloppe crème et la posai devant lui. Elle semblait inoffensive, mais la vérité qu'elle contenait avait le pouvoir de déchirer la façade qu'il avait construite pendant 3 décennies. Tu devrais l'ouvrir. Ou je peux t'aider. Ma mère murmura, Sadie, ne fais pas ça. Mais il était trop tard. Je déchirai le bord, sortis la lettre avec le logo en relief du centre génétique. Je n'avais pas besoin de la relire, je connaissais chaque ligne par cœur. La tendant vers l'avant, ma voix aussi calme que jamais, ce sont des résultats ADN. Tu n'es pas mon père biologique. Un frisson parcourut la pièce comme si une fenêtre avait été ouverte en grand. Les couverts cessèrent de tinter. Le silence, lourd, absolu, s'installa comme du brouillard. Tu n'es pas mon père. Alors je suppose que je n'ai pas besoin de ta fierté. Je le regardai dans les yeux. Et je n'ai certainement pas besoin d'être traité de raté par un homme qui n'a jamais eu le droit de se dire mon père. Je me levai. Tous les regards me suivirent alors que je longeais la table drapée de blanc. À la porte, je me retournai. Ah, et la Maybach dehors, c'était la mienne. Achetée avec le salaire d'une fille de la finance sans but. Ne laisse pas les clés dans la poche de ton manteau. Je la reprends. Je sortis, mes talons frappant le sol en pierre comme les notes finales d'une ouverture qui attendait depuis longtemps un changement de décor. Derrière moi, le silence. Devant moi, une haute grille en fer, déjà ouverte. Je sortis du grand hall sous les regards stupéfaits de plus de 30 invités, des partenaires commerciaux de mon père aux parents éloignés. Personne ne m'arrêta. Personne n'osa. La Maybach était toujours garée devant, ses phares se reflétant faiblement sur le dôme de verre, ma silhouette se reflétant sur le capot. J'appuyai sur la clé. La portière se déverrouilla avec un léger clic, silencieux mais assez fort pour déclarer « Ceci est à moi », et personne ne peut plus le nier. Je me glissai dans le siège du conducteur et fermai la portière avec un bruit sourd et ferme. Ma main agrippa le volant, les paumes encore brûlantes. Je ne démarrai pas le moteur tout de suite. Pendant quelques secondes, je restai assise en silence, les yeux fermés. Je me souvins de l'expression de ma mère lorsque j'avais sorti l'enveloppe. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. Un éclair de panique, comme si elle savait que j'avais découvert ce qu'elle avait enterré pendant 3 décennies. Je démarrai la voiture. Le moteur rugit doucement, comme une bête rare enfin libérée d'une cage dorée. Je m'éloignai de la grille d'entrée, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Derrière moi, les grilles de fer commençaient à se fermer. Pas seulement l'entrée de ce domaine, mais celle d'un chapitre de ma vie que je venais de clore d'un seul tour.
La longue route en pente défilait le long de rangées de cèdres, les lumières du jardin s'éloignant dans le lointain, de pâles lueurs qui n'avaient plus de pouvoir sur moi. À ma gauche se dressait le manoir où j'avais appris le silence pour la première fois. À droite, la pelouse où j'avais fait une chute de vélo à 8 ans. Il n'était pas venu m'aider, il avait seulement regardé et dit, « Si tu veux grandir, tu te relèves toute seule. » Aujourd'hui, je me suis relevée. Non pas d'une chute, mais de 31 ans de contusions émotionnelles que personne n'avait jamais osé nommer. Je pris l'autoroute d'État, les lampadaires rares, seul le tableau de bord projetant sa lueur sur mon visage. Je m'arrêtai sur une aire de repos, baissai la vitre, pris une profonde inspiration et ouvris mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. 7 SMS de Tessa. Et un appel manqué de Connor, le geste le plus rare de tous. J'ouvris d'abord les SMS de ma mère. La première ligne, ce n'est pas ce que tu crois. La deuxième, ton père ne savait pas tout. Je parlerai si tu me laisses faire. Je ne répondis pas. Puis, Tessa, Sadie, tout le monde est en plein chaos. Je ne sais pas quoi dire, mais je te crois. Je l'ai toujours fait. Connor n'avait pas laissé de message, juste cet appel. Je n'avais pas besoin de vérifier, je savais qu'il aurait dit, « Pourquoi as-tu dû faire ça ? Heureuse maintenant ?» Je ne répondis à personne. Au lieu de cela, j'ouvris mon application de notes et tapai, « Je n'ai besoin de personne pour déclarer ma valeur. Je n'ai pas besoin d'une plaque nominative pour vivre ma vérité. Je ne suis pas une fille défectueuse. Je suis un être humain à part entière. » Je regardais ce que j'avais écrit et appuyais sur enregistrer. Je ne suis pas rentrée à mon appartement de New York cette nuit-là. J'ai réservé une petite chambre d'hôtel à Bacon, près de la rivière Hudson, un endroit où personne ne pourrait me trouver pendant quelques jours. J'avais besoin de calme, non pas pour réfléchir, mais pour récupérer. Le lendemain matin, en déjeunant seule, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée à mon portail d'investissement personnel. J'ai vendu une partie des actions que j'avais accumulées au cours des 3 dernières années et j'ai transféré les fonds sur un nouveau compte que j'avais créé la veille, à mon nom, sans aucun lien avec la famille Whitmore. Le nom du compte, Fonds de legs Sadie Whitmore. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans cette petite chambre d'hôtel au bord de la rivière Hudson avec près de 30 appels manqués, 14 de ma mère, 5 de Tessa, le reste du numéro de la maison de Ridgefield que j'avais supprimé depuis longtemps. Pas un seul de mon père. Rien de Connor. Je me suis versé une tasse de thé noir et je suis sortie sur le balcon. Le froid matinal m'a dégrisé plus vite que la caféine n'aurait jamais pu le faire. En écoutant le premier message vocal, la voix de ma mère a traversé le haut-parleur, cassé, comme si elle essayait de parler à travers une tempête. Sadie, s'il te plaît, écoute-moi. C'est quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je me suis figée, le dos appuyé contre la vitre, le téléphone serré contre mon oreille. Le nom de ton père biologique était Michael Reese. Je l'ai rencontré lors de ma dernière année à Wellesley. Il étudiait l'ingénierie à Dartmouth. Doux, gentil, et rien à voir avec le monde que tes grands-parents avaient prévu pour moi. Elle marqua une longue pause avant de continuer. Nous avons été amoureux pendant plus d'1 an. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il venait de recevoir une bourse de recherche de 3 ans en Italie. Je ne lui ai pas dit. À l'époque, mes parents organisaient mes fiançailles avec ton père, enfin, avec Richard. Je me mordis la lèvre. Le choc n'était pas aussi vif que la nuit précédente, mais quelque chose me faisait encore mal, comme réaliser qu'on a perdu un os que son corps s'était habitué à porter. Richard a toujours su que tu n'étais pas de lui. Je le lui ai dit dès le début. Il a dit que ça n'avait pas d'importance, qu'il voulait une famille et qu'il accepterait tout de mon passé. Je l'ai cru. Autre pause. Mais une fois que tu es né, il est devenu distant. Il ne te touchait pas. Il ne t'a jamais bercé pour t'endormir. Il te regardait comme une dette que j'avais contractée. Je fermais les yeux. L'air était plus froid, mais je ne rentrais pas. J'avais besoin de tout entendre. J'ai eu tort, Sadie. J'ai eu tort de me taire, de te laisser grandir en pensant que tu devais mériter l'amour. J'ai vu la façon dont il se moquait de toi, comment il louait Connor et Tessa tout en feignant que tu n'existais pas,
comme si tu étais une égratignure sur le marbre qu'il polissait. Je pensais que je serais en colère, mais ce que je ressentis fut du vide. Son dernier SMS disait, « Si tu es d'accord, j'aimerais te voir. » Non pas pour expliquer, mais pour m'excuser. En tant que personne, pas en tant que mère. Je ne répondis pas, mais au fond de moi, je savais déjà que j'irais. 3 jours plus tard, j'ai choisi un petit café à Dobb Ferry, à environ 1 heure de Manhattan. Je suis arrivée en avance. Ma mère, Margot Whitmore, est entrée vêtue d'un simple pull marron. Son visage était nu, sans le vernis qu'elle portait au gala. Elle avait l'air réelle. Elle s'est assise en face de moi, serrant son thé avant de lever les yeux. « Merci d'être venue. » Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. « Tu lui ressembles », commença-t-elle, la voix tremblante. « Ta façon d'observer les gens, ta façon de te taire quand tu n'acceptes pas quelque chose. Tu n'as pas le sang de Richard, ni aucune de sa cruauté en toi. » Je la regardai dans les yeux. « Pourquoi m'as-tu laissé grandir dans cette maison ?» Elle ne détourna pas le regard. « Parce que j'étais faible. J'avais peur. Peur que la vérité ne détruise tout. Peur qu'il nous mette à la porte. Peur de perdre la coquille parfaite dont je pensais qu'elle pourrait te protéger. Mais j'avais tort. C'est cette coquille qui t'a fait le plus de mal. » Je n'ai pas pleuré. J'ai hoché lentement la tête. Sais-tu que je souhaitais autrefois être née dans un foyer normal, un foyer où personne ne se souciait de mon classement ou de savoir si je méritais de m'asseoir à la table principale? Elle hocha la tête, ses yeux maintenant brillants. Je sais. J'ai serré les mains autour de la tasse. J'ai passé presque toute ma vie à essayer d'être quelqu'un dont il pourrait être fier. Mais maintenant, je comprends. Ce n'était pas que je n'étais pas assez bien. C'était qu'il ne pouvait rien aimer qui ne soit pas à lui. Margot pleura. Pas fort, pas théâtralement. Juste 2 lignes silencieuses glissant sur ses joues. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Pas aujourd'hui, mais un jour. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma main sur la table. Je ne le promets pas. Mais aujourd'hui, j'ai écouté. Et c'est suffisant pour un début. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ses yeux s'adoucir. Pas calculateur ni froid, mais plein de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait perdu quelque chose d'inestimable et qui essayait enfin de le récupérer, s'il était encore temps. 1 semaine après avoir rencontré ma mère, j'étais assise dans mon appartement de Tribeca, les mains sur le clavier, fixant une page à moitié blanche sur l'écran. C'était un brouillon de mail, le destinataire déjà renseigné, michael.rees@engineering.com. J'ai réécrit la première ligne au moins 8 fois. Finalement, j'ai laissé un message court et brutalement honnête, « Je m'appelle Sadie Whitmore. Je crois que vous êtes mon père biologique. Si vous êtes disposé à parler, je vous en serai profondément reconnaissante. Ci-dessous, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Aucune pression, juste la vérité et une demande respectueuse de connexion si vous le souhaitez. » Et j'ai signé. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé l'écran. Aucune attente, aucune préparation émotionnelle pour une réponse. Mais 3 jours plus tard, alors que je quittais le bureau, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu avec un indicatif régional 415, San Francisco. Sadie, une voix masculine, rauque et calme, teintée de surprise mais pas de panique. Oui, c'est moi. C'est Michael Rees. Je me suis figée dans le couloir, les pieds rivés au sol. Une pause suffisamment longue pour que les battements de mon cœur résonnent dans mes oreilles. J'ai lu votre email, je ne sais vraiment pas par où commencer, a-t-il poursuivi. Mais si vous êtes d'accord, je serai à New York la semaine prochaine pour une conférence d'ingénierie à Midtown. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pendant 1 heure. J'ai hoché la tête, oubliant qu'il ne pouvait pas me voir. J'aimerais bien. Nous nous sommes rencontrés un mercredi après-midi au café de l'hôtel Park Central. Je suis arrivée 10 minutes en avance, et il est entré juste au moment où l'horloge murale sonnait 17 heures. Grand, cheveux poivre et sel, fines lunettes à monture noire. Il ne ressemblait pas à Richard, qui se comportait toujours comme s'il allait passer en direct sur CNBC. Michael avait l'air calme. Il y avait quelque chose d'étrangement familier en lui. Je me suis levée.
Il m'a regardé, ses yeux se sont adoucis, ralentis, comme s'il voyait quelque chose de connu autrefois, de perdu autrefois, maintenant soudainement retrouvé. Vous ressemblez à votre mère, dit-il doucement. Puis il ajouta une phrase qui me serra la gorge, mais les yeux, ce sont les miens. Nous avons parlé pendant 2 heures. Personne n'a pleuré. Aucune attente n'a été fixée. J'ai parlé de moi, de mon travail, de mon enfance. Il m'a parlé de l'entreprise d'ingénierie qu'il avait construite à partir de rien, des 3 enfants qu'il avait élevés, maintenant adultes, et de la façon dont il n'avait jamais su que j'existais. Quand je suis partie pour l'Italie, j'ai laissé une lettre de rupture. Votre mère n'a jamais rien dit sur le fait d'être enceinte, dit-il lentement. Si j'avais su, je serais revenue, quoi qu'il arrive. Je l'ai cru. D'une manière étrange et silencieuse qui n'avait besoin d'aucune preuve. Depuis lors, nous sommes restés en contact, SMS hebdomadaires, appels vidéo quand il avait le temps. Le mois suivant, je me suis envolée pour San Francisco. J'ai rencontré sa femme. J'ai rencontré 2 de ses 3 enfants, Sam et Carly, qui m'ont accueilli non pas avec suspicion, mais avec curiosité et chaleur. Je ne les appelle pas famille, mais c'est le début de quelque chose qui n'est pas lié à la douleur. Quant au Whitmore, je ne suis pas retournée au domaine de Ridgefield depuis que j'ai déposé ce résultat de test ADN sur la table du dîner. Connor a envoyé un long email furieux me reprochant d'avoir terni la réputation de papa devant des partenaires clés. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé se perdre dans mes archives, comme tant d'attentes non satisfaites auparavant. Richard, l'homme qui m'avait un jour posé la main sur l'épaule en disant « Un Whitmore n'échoue jamais », n'a plus mentionné mon nom lors d'aucune réunion du conseil d'administration depuis. Je ne me suis pas senti blessée. Je me suis senti libre. La seule avec qui je garde un contact régulier était ça. Ma sœur, qui m'avait autrefois protégée avec gentillesse lorsque j'étais enfant, est maintenant une adulte à part entière. Nous nous sommes rencontrés en janvier lors d'une exposition d'art à Soho. Elle m'a pris la main alors que nous sortions de la galerie, sa voix basse. Tu sais, j'ai toujours pensé que papa t'aimait, d'une manière étrange. Pas comme de l'amour, plutôt comme de la distance. Comme s'il avait peur que s'il s'approchait trop, tout s'effondrerait. Je l'ai regardé. Ce n'est pas de l'amour, Tessa. C'est de la peur. La peur qu'on lui rappelle quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle a hoché la tête, les yeux rouges. De toute façon, je suis toujours là. Pas à cause du sang, mais parce que tu es quelqu'un que je choisis de garder. Cette phrase, à ce jour, reste l'une des choses les plus profondes qui m'ait jamais guérie. Non pas de l'homme qui a disparu de mon enfance, non pas de celui qui a prétendu être un père, mais d'une sœur qui n'a jamais détourné le regard. J'ai vendu la Maybach 6 semaines après avoir quitté le domaine Whitmore. Le courtier a semblé un peu surpris d'apprendre que la propriétaire était une femme de 31 ans travaillant dans la finance, et non une collectionneuse de supercars ou une politicienne à la retraite. Mais je n'avais besoin de personne pour comprendre la raison. J'ai utilisé l'argent de la vente pour finaliser mon investissement dans une start-up axée sur le conseil financier aux femmes indépendantes, un projet sur lequel j'avais autrefois hésité parce que papa ne le considérerait pas comme digne d'intérêt. Mais maintenant, plus personne ne s'asseyait sur mon épaule. Ni Richard, ni Connor, ni aucune ombre qui me faisait sentir que je devais faire mes preuves dans une course sans ligne d'arrivée. Au lieu de cela, j'ai commencé une thérapie. Ma thérapeute s'appelle Meredith. Elle a la 50aine, la voix douce mais vive. Lors de notre première séance, elle m'a demandé, Sadie, s'il n'y avait plus personne à qui plaire, comment votre véritable moi choisirait-il de vivre ? Cette question m'a stupéfiée. Je n'y avais jamais pensé. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu pour être vue. Chaque bulletin de notes, chaque promotion, chaque cadeau coûteux, tout cela visait un signe d'approbation que je n'ai jamais reçu. Mais c'est précisément l'absence de ce signe qui m'a forcé à apprendre à garder la tête haute et à continuer. Personne ne m'a validé, j'ai dû signer mon propre nom sur ma vie. 3 mois après le début de la thérapie, j'ai dormi toute la nuit sans rêver de papa se tenant à la porte de ma chambre et me demandant « Tu crois que ça va m'impressionner ?» J'ai également cessé de lire les gros titres économiques juste pour voir si le nom de mon entreprise y figurait.
Progressivement, j'ai cessé de mesurer ma valeur à la façon dont les autres me regardaient, même ceux qui m'avaient autrefois traité de raté. Ma relation avec ma mère, Margot, n'est pas revenue à ce qu'elle était, mais elle a pris un tournant plus honnête. Nous nous rencontrions une fois par mois. Nous n'évoquions pas le passé à moins que je ne sois prête. Nous n'évitions pas la vérité et ne l'édulcorions pas. Elle a commencé à dire « je suis désolée » sans ajouter de « mais » et j'ai appris à écouter sans me préparer à me défendre. Un samedi après-midi, alors que je lui rendais visite dans le petit appartement de Westport où elle avait emménagé après le divorce, elle m'a tendu une enveloppe remplie de vieilles lettres, des lettres que Michael lui avait écrites à l'université. Elle n'a rien dit pendant que je les ouvrais, elle s'est juste assise tranquillement à côté de moi. Je les ai toutes lues. Chaque ligne était sincère, douce, comme s'il avait vraiment aimé ma mère autrefois. Et d'une manière ou d'une autre, cet amour avait perduré à travers moi. En novembre, Tessa m'a invité chez elle à Montauk pour Thanksgiving. J'ai accepté. Le dîner était simple, juste Tessa, son mari, leurs 2 enfants et moi. Pas de rituel, pas de regard scrutateur, pas de chaises disposées selon des règles invisibles. Tessa a rôti la dinde, les enfants couraient en rond dans le salon et j'ai aidé à mettre la table, j'ai mis un tablier, j'ai fait de la purée de pommes de terre comme si je l'avais fait toute ma vie. Alors que nous nous asseyions pour manger, Tessa a levé son verre de vin rouge et m'a souri. À Sadie. Celle qui n'a pas seulement survécu, mais qui a osé réécrire sa propre histoire. J'ai ri. Pas le genre forcé des années passées, mais le genre qui jaillit d'un endroit qui n'est plus lourd. J'ai regardé autour de la table. Personne ici ne partageait mon groupe sanguin. Personne ici n'avait assisté à ma remise de diplôme ni ne m'avait vu accepter mon premier emploi. Mais tout le monde ici avait choisi d'être présent à ce moment-là pour une simple raison, il me voyait. Non pas parce que j'avais réussi, non pas à cause d'un ADN partagé, mais parce que j'étais moi. Je ne sais pas si j'appellerai un jour Michael, papa, mais je sais qu'il écoute, accepte et n'essaie pas de me réparer. Et c'est suffisant. Je n'attends pas de ma mère qu'elle rattrape le passé, mais je la vois essayer, pas à pas, pour la première fois, non pas pour préserver les apparences, mais pour guérir. Et je ne pense pas que je retournerai un jour dans cette vieille maison de Ridgefield. Je n'ai pas besoin de franchir à nouveau ces grilles de fer. Parce que je ne suis plus dehors à espérer qu'on me laisse entrer. Je suis exactement là où je dois être, une petite table à manger, une cuisine chaleureuse et une famille qui n'a besoin d'aucune preuve. La liberté, parfois, ne vient pas de l'effacement du passé, mais du fait de l'affronter et de choisir d'avancer, même avec les cicatrices. Et grandir, c'est peut-être la première fois que l'on sourit, non pas pour quelqu'un d'autre, mais parce qu'on a cessé d'essayer d'être aimé et qu'on a commencé à vivre comme si on le méritait depuis le début. L'histoire de Sadie est un puissant rappel que la gentillesse et les efforts ne devraient jamais devenir une monnaie d'échange pour obtenir l'amour de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de le donner. Lorsque les vérités enfouies deviennent un fardeau trop lourd à porter, choisir de les affronter et de sortir de l'ombre des attentes est l'acte le plus courageux de tous. Dans la vraie vie, si vous avez déjà vécu uniquement pour être validé, souvenez-vous de ceci, votre valeur n'est pas définie par le regard de quelqu'un d'autre. Elle réside dans le moment où vous vous choisissez vous-même, même si cela vous coûte un chapitre entier de votre passé. Que pensez-vous du parcours de Sadie ? A-t-elle été trop dure ou a-t-elle simplement revendiqué ce qu'elle méritait depuis toujours ? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires puissantes sur la famille et la découverte de soi.